Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce mercredi 6 décembre. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. La maire de Romans-sur-Isère a souligné la différence de traitement entre la mort de Naël et celle de Thomas. Elle dénonce un traitement médiatique orienté contre la France rurale et une hypocrisie dans le discours, déclarant que le quartier de la Monnaie avait bénéficié de 150 millions d'euros d'investissement et qu'elle ne pouvait pas entendre que ces quartiers étaient délaissés. Au sujet de l'insécurité, elle a précisé « Parmi les gens qui n'en peuvent plus, il y a aussi des Français d'origine étrangère ». La maire a porté plainte pour avoir reçu des menaces de mort. Et la France a décrété le gel pour 6 mois des avoirs du chef du mouvement palestinien terroriste Hamas à Gaza, Yahya Sinwar, considéré comme l'architecte de l'attaque du 7 octobre contre Israël, et cela selon un décret publié hier au journal officiel. Et une rixe entre deux bandes a éclaté à Ézanville dans le Val-de-Loire. Un jeune de 15 ans est mort poignardé. Cette bagarre qui a impliqué une vingtaine de jeunes a choqué la communauté locale. Le motif exact de l'altercation reste encore à déterminer. Et on vient d'apprendre que le franco-iranien de 26 ans qui a tué un jeune touriste et blessé 2 autres personnes samedi soir à Paris près de la Tour Eiffel était en lien avec les auteurs de plusieurs attentats terroristes, dont l'assassin de Samuel Paty. Et une nouvelle loi vise à protéger les agriculteurs contre les plaintes abusives des néo-ruraux, ces derniers se plaignant notamment du bruit et des odeurs liées à leur activité. Cette mesure est saluée comme une petite victoire pour le monde agricole. Et attention aux sangliers. Une septuagénaire a été attaquée par un sanglier dans son jardin en Indre-et-Loire. La retraitée n'aurait pas vu arriver l'animal qui l'a chargé par derrière. Souffrant de multiples fractures, la victime est plâtrée du bassin jusqu'au cou. Et je laisse maintenant la parole à Anthony. Anthony, c'est à vous, on vous écoute. Merci Rémi. Bonjour à tous. La sécurité est au cœur des préoccupations pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et en prévision des Jeux, Paris s'apprête à introduire le Pass olympique, qui n'est ni plus ni moins que le successeur direct du Pass sanitaire. Et comme son prédécesseur, il se présentera sous forme de QR code et chaque piéton, chaque automobiliste se verra dans l'obligation de le présenter pour pouvoir circuler librement dans la ville. C'est l'annonce faite par Laurent Nunez, le préfet de police de Paris. La mesure est censée assurer la fluidité et la sécurité dans la ville qui s'attend à accueillir des milliers de visiteurs pour les JO, alors que l'alerte Vigipirate, elle, est aujourd'hui à son maximum. Le processus d'enregistrement exigera, parmi d'autres documents, un justificatif de domicile via une plateforme numérique qui devrait ouvrir au printemps. La circulation motorisée sera alors largement limitée, une aubaine pour les piétons, mais un casse-tête pour les résidents et les commerçants qui devront, eux, obtenir des dérogations spéciales. On peut donc s'attendre à une ambiance très particulière lors des festivités des prochains JO. En attendant, les organisateurs travaillent en étroite collaboration avec la police de Paris pour assurer la sécurité lors de l'événement. Et l'équipe de déminage de la police affine ses stratégies pour assurer une intervention optimale en cas de découverte d'objets suspects ou d'attentats. Voyez vous-même. Les alertes à la bombe dans des sites touristiques tels que le musée du Louvre et le château de Versailles se sont multipliées dans les semaines qui ont suivi l'attentat du Hamas en Israël le 7 octobre. Lundi 4 décembre, les démineurs ont été alertés par un bagage abandonné à la gare Montparnasse. L'équipe l'a fait exploser. Un autre sac abandonné a été signalé dans un parc plus tard dans la journée, mais il s'est avéré qu'il appartenait à un écolier. Christophe Pézeron, le directeur du laboratoire central de la police de Paris, a déclaré que la police s'attendait à une augmentation du nombre de signalements d'objets suspects pendant les Jeux Olympiques et qu'une grande activité d'intervention s'en suivrait. Donc les Jeux Olympiques, comme pour tous les services de la préfecture de police, sont un enjeu absolument considérable. Pour ce qui est de la problématique du déminage, il y a 2 étapes qui sont très séparées pour nous. Des étapes d'inspection des sites, puisque chacun des sites des Jeux Olympiques vont être inspectés avant d'être livrés à l'organisateur. C'est quelque chose, ces inspections, on a fait d'ailleurs une inspection, une forme de répétition au Stade de France, je dirais, pendant la Coupe du Monde de rugby.
première étape, donc ces inspections de l'ensemble des sites des Jeux Olympiques. Et deuxième activité qui va être menée en parallèle, qui sont, on imagine que compte tenu, je dirais, de la population qui va se déplacer lors des Jeux Olympiques, on risque d'être confronté à une augmentation, je dirais, des colis abandonnés, des colis suspects. Donc à partir de là, aussi une activité d'intervention qui va être certainement très importante. Plusieurs centaines de milliers de spectateurs sont attendus sur les berges de la Seine. Quelques 160 bateaux s'élanceront le 26 juillet du pont d'Austerlitz pour un parcours de 6 km jusqu'au pont d'Iéna, dans le cadre d'un événement que Tony Estanguet, président du comité d'organisation, a qualifié d'unique et spectaculaire. Interrogé pour savoir si le gouvernement envisageait de modifier son projet d'organiser la cérémonie, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a déclaré qu'il n'y avait pas de plan B. Plusieurs plans bis, je dirais. On ne peut s'empêcher de réfléchir aux conséquences et aux perspectives d'après-jeu, notamment avec la mise en place d'un nouveau système de QR code pour la circulation dans Paris. La gestion des grands événements pourrait être redéfinie à l'avenir. Alors, quel impact cela aura-t-il sur la vie quotidienne des Parisiens et des commerçants? Avec des mesures renforcées et une vigilance accrue, Paris se prépare à affronter des défis de taille. La sécurité, bien sûr, reste la priorité. Mais au-delà de l'événement lui-même, ces pratiques pourraient instaurer de nouvelles normes de sécurité urbaine, peut-être même influencer la manière dont les villes abordent de grands rassemblements à l'avenir. Alors, après les Jeux, le retour à la normale sera-t-il un processus simple où les mesures adoptées auront-elles un effet durable sur la capitale française? Un sujet qui méritera certainement une attention continue alors que Paris se prépare à être mis au devant de la scène mondiale en 2024. Rémi, à vous l'antenne. Merci Anthony. Le Guyana a prévenu qu'il saisira le Conseil de sécurité de l'ONU en cas d'aggravation du différend avec le Venezuela au sujet de l'Essequibo, territoire riche en pétrole. Cette démarche fait suite à la volonté du Venezuela de faire de l'Essequibo une province vénézuélienne. La Cour internationale de justice a quant à elle ordonné au Venezuela de s'abstenir de toute action susceptible de modifier la situation. Et les dirigeants européens ne toléreront pas dans la durée un déséquilibre dans les échanges commerciaux. C'est ce qu'a déclaré du moins Madame von der Leyen qui est attendue demain à Pékin avec le président du Conseil européen Charles Michel pour un sommet entre l'UE et la Chine. La responsable allemande a souligné que le déficit commercial de l'Union européenne avec la Chine avait doublé en 2 ans pour atteindre le chiffre record de 390 milliards d'euros en 2022 et que les exportations chinoises vers l'UE étaient 3 fois plus importantes que celles de l'UE vers la Chine. C'est-à-dire que lorsque 3 containers arrivent de Chine vers l'Europe, 2 d'entre eux repartent à vide. Et on reste sur l'actualité en Chine avec Vladia qui va nous parler des mesures sanitaires dans le pays. Vladia, c'est à vous. Merci Rémi, bonjour à tous. Les mesures sanitaires de type zéro Covid réapparaissent-elles en Chine? L'homme sur cette photo effectue un test de détection des acides nucléiques, généralement liés au Covid-19. Il s'agit du professeur Tian Li, directeur de l'Institut d'ingénierie financière d'une université du nord de la Chine. Tian a publié une vidéo enregistrée vendredi, le premier jour d'une conférence internationale dans la ville de Guangzhou. L'agent de santé qui effectue les tests est équipé d'une combinaison blanche, de gants en caoutchouc, d'un masque et d'une visière en plastique, ce qui rappelle l'époque de la politique zéro Covid. Cette vidéo a été retirée des réseaux sociaux chinois. Les tests de dépistage du Covid-19 semblent également faire leur retour dans le centre financier de la Chine, plus précisément dans un aéroport de Shanghai. La nouvelle vient de He Xiaopeng, le président du constructeur chinois de voitures électriques XPeng Motors. Vendredi, il a écrit sur le réseau social chinois Weibo qu'à son retour de l'étranger à Shanghai, on lui a demandé de passer un test d'acide nucléique dès sa descente de l'avion. Les autorités lui ont dit qu'il s'agissait d'un contrôle aléatoire, mais il a fait remarquer que tous les passagers de son vol avaient été testés. Nos confrères de NTD ont contacté 2 aéroports de Shanghai. L'un d'eux a raccroché sans explication. L'autre a nié avoir une quelconque politique de dépistage. Le message du président sur les réseaux sociaux a également été rapidement supprimé par la plateforme. Et attendez, ce n'est pas fini. Dans le sud de la Chine, une ville demande à ses habitants de faire des réserves de nourriture. Yiwu est l'un des plus grands centres manufacturiers de Chine. On y fabrique même les sapins de Noël que l'on trouve dans des magasins occidentaux.
Il convient de noter que des hommes d'affaires étrangers à la Chine fréquentent la ville. Vendredi, un avis inattendu du bureau municipal de la sécurité alimentaire a semé la panique parmi certains habitants. Il demandait aux familles de constituer des réserves de nourriture suffisantes pour au moins 10 jours. Il demandait également aux cafétérias des agences et entreprises de la ville de stocker suffisamment de nourriture pour 15 jours. L'avis ne donne pas d'autres détails. Certains citoyens ont fait le parallèle évidemment entre cette directive et les 3 années de confinement liées au Covid-19 en Chine. Au cours de cette période, de nombreux citoyens chinois ont été bloqués chez eux, sans accès à des produits alimentaires ou à des soins médicaux. L'avis a également été rapidement supprimé des réseaux sociaux. Pékin a déclaré qu'il prévoyait d'ouvrir davantage de cliniques, leur objectif étant de vacciner davantage de personnes âgées et d'enfants contre la grippe. Ils appellent les gens à porter des masques et à se laver les mains. Des reportages affluent montrant que les hôpitaux chinois restent bondés de patients atteints de pneumonie. Les spéculations vont bon train sur les causes de cette mystérieuse épidémie. C'est tout pour moi, merci Rémi, très belle journée à tous. Merci Vladia, et on reste en Chine pour conclure cette édition, mais cette fois dans l'ancien temps, bien avant le communisme. Voici comment se déroulait une journée d'école sous le règne de l'empereur Kangxi durant la dynastie des Qing de 1661 à 1722. De 5h à 7h du matin après le rituel d'agenouillement accompli par les princes pour saluer leur maître, ces derniers corrigeaient les devoirs des princes et leur faisaient réciter des livres. De 7h à 9h du matin, Kangxi venait à la salle d'études supérieures après sa réunion avec les ministres. Kangxi ouvrait souvent un livre et choisissait un paragraphe au hasard. Ses fils devaient le réciter sans aucune erreur. De 9h à 11h, c'était le moment de faire de la calligraphie pour les princes. De 11h à 13h, c'était l'heure du déjeuner. Les gardes impériaux apportaient le repas. Après le repas, les fils de Kangxi continuaient les cours. De 13h à 15h, les princes s'entraînaient à l'équitation, au tir à l'arc et aux arts martiaux. De 15h à 17h, Kangxi revenait dans la salle d'études supérieures pour vérifier les devoirs de ses fils. Et de 17h à 19h, il pratiquait le tir à l'arc en dehors de la salle d'études. Kangxi demandait d'abord à ses fils de tirer l'un après l'autre, puis les maîtres de tir à l'arc tiraient chacun à leur tour, et enfin c'était le tour de Kangxi qui tirait des flèches tout seul. Après cet entraînement, les princes pouvaient quitter l'école une fois leur devoir terminé. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Très bon après-midi, à demain.